Je m'appelle Will, et la banlieue tentaculaire de Houston, au Texas, constitue la toile de fond de mon enfance. Même tout petit, j'avais la sensation distincte d'être différent, une subtile discordance entre moi et les autres enfants de mon âge. Mon affinité pour la couleur violette, par exemple, était perçue comme une transgression dans l'environnement hypermasculin de mon enfance texane. Imaginez un garçon de 8 ans à Houston, une ville qui vibre au rythme du football américain et de la bravade des cow-boys, déclarant sans vergogne que le violet est sa couleur préférée. C'était une rébellion silencieuse, un murmure d'individualité dans un cœur de conformité. Et puis il y avait les shorts. Je préférais les styles plus courts, une préférence qui, dans le contexte de l'innocence juvénile, n'aurait pas dû soulever un sourcil. Pourtant, je me souviens avoir joué au football par un après-midi étouffant, le soleil texan cognant sans pitié, et les autres garçons de mon équipe faisaient des remarques sarcastiques sur l'entrejambe de mon short. Je n'ai jamais vraiment compris leur malaise. Ma logique était simple et pure. Le violet est ma couleur préférée, et ces shorts me rendent heureux. Cela ne devrait-il pas suffire? Mon enfance a été encore compliquée par le divorce de mes parents, un événement sismique qui a remodelé le paysage de ma famille. Alors que je naviguais dans les eaux troubles de l'adolescence, ma relation avec mon père s'est détériorée, devenant une source de douleur profonde et de confusion. Il s'est lancé dans une campagne pour me façonner à son image de ce que devait être un homme, essayant systématiquement d'effacer l'essence même de qui j'étais. Un souvenir, gravé profondément dans les couloirs de mon esprit, résume cette lutte. J'étais dans une épicerie avec mon père, une course typique dans la tapisserie de la vie de banlieue. Alors que je passais devant lui, les pouces nonchalamment glissés dans les poches arrière de mon jean, il m'a arrêté. Sa voix, habituellement bourrue, était teintée d'une acuité inhabituelle. Ce n'est pas comme ça que les hommes mettent leurs mains dans leurs jeans, m'a-t-il corrigé, ces mots chargés d'un jugement tacite. Les hommes mettent leurs mains dans leurs poches avant, les pouces à l'intérieur. Les poches arrière sont pour les femmes. L'implication planait lourdement dans l'air. Ma posture naturelle, une expression inconsciente de moi-même, était en quelque sorte mauvaise, une trahison d'un code masculin tacite. Quand j'avais 11, peut-être 12 ans, mon père a pris la décision de déménager hors de l'État, une décision qui a irrévocablement modifié l'accord de garde. Le rythme familier des visites un week-end sur deux a été remplacé par des périodes plus longues et plus étendues, culminant dans une épuisante période de 42 jours pendant l'été. Le contraste frappant entre ma vie dans la ville animée et urbaine de Houston et sa nouvelle maison dans le Colorado rural était discordant. Il avait déménagé dans une petite ville isolée, un monde d'énergie solaire, d'eau de pluie et d'un calme presque inquiétant. Les paysages vastes et ouverts du Colorado étaient oppressants dans leur isolement, un contraste saisissant avec l'énergie vibrante de Houston. L'isolement a été aggravé par la descente de mon père dans l'emprise étouffante de l'alcoolisme. Ses journées étaient un flou d'ivresse, du premier vers le matin au dernier la nuit. À midi, il se laissait souvent aller à des boissons glacées, généralement des margaritas. Nous n'avions pas de machine à glaçons, alors nous comptions sur des bacs à glaçons, ces petits récipients en plastique qui contenaient la promesse d'un soulagement frais. Je me souviens encore vivement du goût âcre et piquant de son alcool qui s'infiltrait dans la glace. Il était si fort que même si vous preniez juste un cube du bac, le mettiez dans un verre d'eau et preniez une gorgée, il avait le goût et l'odeur de tequila pur. Le souvenir est viscéral, un goût amer qui persiste encore maintenant. Son alcoolisme a alimenté un schéma de violence émotionnelle et psychologique, un flot constant de critiques et de tentatives de me contrôler. Il voulait me remodeler, me mouler dans sa version idéalisée de la masculinité. Il voulait que je sois ce qu'il pensait qu'un homme devait être, un reflet de ses propres insécurités et de ses attentes non satisfaites. L'été avant ma dernière année de lycée, une conversation téléphonique apparemment ordinaire est devenue un tournant décisif dans ma vie. Nous discutions des plans d'été, de la logistique de ma visite. J'avais commencé à travailler, et j'ai demandé à mon père si je pouvais raccourcir mon séjour ou peut-être le diviser en 2 périodes plus courtes afin de ne pas avoir à prendre 1 mois et demi de congé du travail. Sa réponse a été un non catégorique et sans équivoque. Dans ce seul mot, quelque chose a changé en moi. Les écailles sont tombées de mes yeux, et j'ai vu la vérité pour ce qu'elle était. Tout ce que mon père faisait, la violence, les mots blessants, les tentatives constantes de me contrôler, tout cela découlait de son propre égoïsme. Il ne pensait pas à moi, à ce qui était le mieux pour moi. Il ne pensait qu'à lui-même. Dans ce moment de clarté, j'ai réalisé que j'avais un choix. Je n'étais pas obligé de changer pour lui. Je n'étais pas obligé de l'écouter. Je n'étais plus obligé de supporter sa violence. Alors, je le lui ai dit. Je lui ai dit ce que je voulais. Je lui ai dit que je ne voulais pas aller le voir cet été-là. Et pour la première fois, j'ai exprimé la douleur qu'il m'avait infligée, les blessures profondes de sa violence.
C'était la première fois que je me défendais vraiment. Il ne l'a pas bien pris. Il m'a dit que je n'avais pas le choix, que cela ne dépendait pas de moi. Il a cité l'ordonnance du tribunal, l'obligation légale qui me liait à ses visites. Je suis resté ferme. Tu devras me menotter pour m'emmener, ai-je répondu. Ma voix tremblait mais ferme. Cet appel téléphonique a marqué la fin de notre relation telle qu'elle avait été. Mes yeux étaient ouverts, et je ne pouvais plus faire semblant que les choses pouvaient revenir à la normale. C'était la dernière conversation significative que j'ai eue avec mon père avant qu'il ne décède. Cette expérience, bien que douloureuse, a allumé un feu en moi. J'ai réalisé que beaucoup de gens n'ont pas les outils, la confiance, la capacité de se défendre. Ils manquent des compétences, des ressources ou du soutien nécessaire pour défendre ce en quoi ils croient. Et cette réalisation m'a inspiré à consacrer ma vie à aider les autres à trouver leur voie. Aujourd'hui, je suis avocat, et certains des cas les plus gratifiants sur lesquels je travaille concernent des membres de la communauté LGBTQ+. J'ai le privilège d'aider les demandeurs d'asile, des personnes qui fuient des horreurs inimaginables, des tortures inimaginables, à trouver la sécurité et la protection dans un nouveau pays. Ces personnes sont souvent persécutées simplement parce qu'elles sont qui elles sont, parce qu'elles osent vivre authentiquement. C'est un véritable honneur d'utiliser mes compétences, mon privilège, pour les aider à construire de nouvelles vies, des vies libérées de la peur et de l'oppression. Chaque fois que je travaille sur un cas comme celui-ci, je suis transporté vers cet appel téléphonique traumatisant avec mon père. Et je suis rempli de gratitude de pouvoir aider les autres à trouver la force de se défendre, tout comme j'ai appris à le faire. Alors, mon message est le suivant. N'ayez pas peur d'être vous. N'ayez pas peur d'être vous-même sans vous excuser. Embrassez votre individualité, célébrez votre unicité. Et quand vous atteignez ce point, quand vous avez trouvé le courage d'être fidèle à vous-même, surtout si vous êtes membre de la communauté LGBTQ+, n'ayez pas peur de défendre les autres. Utilisez votre voix pour amplifier les voix de ceux qui sont marginalisés et opprimés.